Alors, ma première question, c'est pourquoi l'idée de ce livre? L'idée de ce livre est venue de trois ou quatre éléments. D'abord, une situation familiale où j'ai été très jeune sensibilisé à la question de la guerre de 14. J'explique mon père, mes oncles qui l'ont fait, deux grands-oncles qui ont été tués, dont deux morts pour la France, dont tous les deux morts pour la France. Et ensuite, j'y ai été intéressé au niveau professionnel, puisque lorsque j'ai été secrétaire général de la commission interministérielle du château de Vincennes, j'ai rencontré des historiens militaires qui soutenaient l'idée que finalement, dans cette guerre de 14, eh bien, la France avait quasiment autant de responsabilités que l'Allemagne, et c'est un aspect qui me gênait beaucoup. Et puis, le troisième point, je suis entré en contact avec un petit-fils du général de Castelnau, qui est un Aveyronais comme moi, et qui me soutenait que c'est finalement le Grand Orient de France, les maçons, qui avaient empêché la nomination au maréchalat en 1918-1919 du général de Castelnau. Et donc, j'ai voulu vérifier aussi en analysant tous les comptes rendus du Conseil de l'Ordre. Et finalement, on ne parle quasiment jamais du général de Castelnau, ce que j'ai dit à l'auteur, d'ailleurs, au petit-fils du général. Voilà un peu les trois grands éléments qui, cumulés, ont fait que je me suis dit, ça vaudrait le coup d'aller voir ce qui s'est passé au Grand Orient de France entre 14 et 1918, d'autant que le sujet n'a jamais été traité tel quel. Il y a une surreprésentation de disons, de la bourgeoisie. Ce sont des professions libérales, des ingénieurs, des cadres, des hommes politiques. Et ça ne reflète pas du tout l'état d'esprit, ni d'ailleurs la photographie de la société française, puisque à l'époque, 25% de la population est dans le monde agricole et 25% à peu près est dans le monde ouvrier. Donc le Grand Orient n'est pas le reflet exact de la société française. Alors pourquoi? Ça, c'est un sujet que de nombreux historiens, sur lesquels de nombreux historiens ont travaillé. C'est vrai que la maçonnerie est indéniablement, dans la suite de la naissance aristocratique, est quand même un phénomène bourgeois. Et le fait qu'il n'y ait pas de ruraux s'accompagne de la caractéristique que la maçonnerie est avant tout un phénomène urbain, avant d'être un phénomène rural. Donc tout ça, ça se retrouve en 1914, hein, où, n'oublions pas, en 1914, on est dans une société encore rurale, hein, ce sont les paysans qui vont défendre le pays en majorité. Et donc c'est vrai que le Grand Orient bah, n'est pas le représentant complet de la société, tout en prenant en compte, évidemment, parce que il est porteur d'une idéologie laïque, républicaine, surtout républicaine, et il prend en compte les intérêts de toutes les classes sociales. Ça, c'est ce qui est merveilleux dans le décompte que j'ai fait, comme vous le dites, du Conseil de l'Ordre, c'est qu'on a des hommes qui sont haut situés dans la hiérarchie sociale et financière, économique, et qui pensent à ceux qui sont en dessous. Et c'est très intéressant. C'est ça être maçon. On se pose la question, est-ce que le Grand Orient a été plutôt dépensier ou plutôt conservateur? Et ma deuxième question autour de cet aspect financier, c'est quel est le rôle de la démocratie au Grand Orient entre 1914 et 1918 si les loges sont fermées? Et l'éloge, effectivement, continue à fonctionner. C'est tout ce que je donne dans la deuxième partie du livre, où on voit que l'éloge fonctionne, je dirais, quasi normalement. Ça a été ma première surprise. Effectivement, sur 30 000 membres à peu près du Grand Orient de France, on dit qu'il y en a 15 000 ou 20 000 qui sont mobilisés, eh ben, la machine continue à tourner quand même. Ça, c'est un point important là aussi, qui est le reflet de la philosophie maçonnique, véritablement. Une sorte de résilience, même si le mot n'existait pas à l'époque, et puis une volonté de continuer à faire passer les idées maçonniques. Ça, c'est le premier point. Alors, sur l'aspect financier,
j'ai été très gêné, pour ne rien vous cacher. J'ai été très gêné parce que quand on voit les déclarations, on a l'impression que le Grand Orient a vraiment mis dans la balance pour aider les frères malades ou même la population vraiment un très haut niveau de ses capacités financières. Pas du tout. Pas du tout. L'analyse que j'ai faite montre que le solde positif à la fin de l'année 1918 est largement supérieur à la capacité financière que le Géo, que le Grand Orient avait en 1914. Donc, et malgré le fait que ce qu'on appelait les impôts à l'époque, c'est-à-dire les capitations, ont été limités à 5 francs. Je crois que ça fait, je suis même sûr, ça fait 16 à 17 euros, l'équivalent de 16 à 17 euros. Donc pendant la guerre de 14, le Géo a fait un certain nombre d'actions militantes, humanitaires, sanitaires. Il est venu au secours d'un certain nombre de frères en difficulté, de ménages, de familles, mais il a su préserver une capacité, un matelas financier qui me heurte un peu parce que je pense qu'il aurait pu faire davantage, manifestement. Et d'ailleurs, on voit au convent de 1918 le frère chargé de la commission des finances dire, mais tout est très bien, le Géo est prospère, on n'a rien à craindre. Le Grand Orient de France. Qu'a-t-il fait de bien? Qu'aurait-il pu faire de mieux en géopolitique par rapport aux Américains, à la Russie, à la Suisse, à l'Europe et à l'Amérique du Sud? Comment, et bien entendu par rapport à l'Allemagne, comment s'est-il situé? Le Grand Orient a conservé des relations avec la plupart des maçonneries internationales, vraiment à tout niveau. Et ça, je le démontre dans le livre. Il y a un nombre incalculable de grandes loges qui ont gardé, et de grands Orients qui ont gardé des relations avec eux, sauf la partie évidemment avec laquelle nous sommes en guerre. Hein. Très vite, on a rompu avec les Allemands. D'ailleurs, Corneau, le grand maître, explique bien à un moment donné que depuis 1870, la franc-maçonnerie française n'a pas de relation avec la franc-maçonnerie allemande, ni même avec les Autrichiens, tout l'Empire austro-hongrois. Mais à part cette partie-là, le Géo a des relations avec quasiment le monde entier, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, même avec les Anglais, on écrit à propos de la mort de Kitchener, on leur écrit, écoutez, on vous présente nos condoléances et les Anglais répondent, malgré ce qui s'est passé en 1877 où on nous avait voué aux gémonies. Kitchener était un ministre anglais qui est allé se battre physiquement, qui est allé au front, qui a été tué dans un navire qui a été coulé et qui était un frère et qui avait joué un grand rôle dans la mobilisation des Anglais contre les Allemands et qui avait une réputation internationale très très importante. Il avait été ministre et autres. Et d'ailleurs, dans le télégramme de condoléances du Grand Orient, le Grand Orient ne mentionne pas qu'il était frère, alors que les Anglais, quand ils répondent, font bien état de le caractère maçonnique du frère Kitchener. Vous dites en conclusion de votre ouvrage qu'il y a des ambiguïtés qui demeurent. Alors, déjà en 1914-18, on parlait de mixité. Et quel a été le rôle du Grand Orient par rapport à la Société des Nations et par rapport à la paix? Alors, sur la mixité, depuis longtemps, depuis 1877, en fait, au sein du Grand Orient, il y a un courant de pensée qui dit il faudrait admettre les femmes parmi nous. Alors, il y a différents niveaux, il y a différents degrés, mais globalement, ce courant de pensée existe. Devant la guerre de 14, où les femmes vont faire tourner l'économie, effectivement, ça permet de poser davantage de questions. Et il y a des frères qui disent quand même, on ne peut pas les laisser dans l'ombre, elles ont fait tourner la machine pendant que les hommes se battaient. Et le Grand Orient fait d'ailleurs une consultation. Et là, à la grande surprise, c'est kiff-kiff, moitié-moitié. C'est à peu près moitié-moitié. Mais le Grand Orient, dans sa prudence, dit, voilà, on va pas passer à la mixité, on va essayer de relancer la maçonnerie d'adoption. Alors, j'explique les conditions de la maçonnerie d'adoption, c'est incroyable. Il faut l'accord des maris et les femmes peuvent pas se réunir toutes seules. Enfin bon, c'est quasiment impossible. Donc ça, pour la mixité, il faudra attendre 2010 pour que le Grand Orient finalement accepte euh,
ce passage à la mixité. Ensuite, sur la question de la paix, voilà, sur la question de la paix de la Société des Nations, les maçons du Grand Orient expliquent tous, notamment au convent de 1918, que, il est difficile d'être un maçon en guerre, parce que la guerre est antinomique avec la volonté pacifique et humaniste des maçons. Et d'ailleurs, le ministre Laffaire et puis l'orateur Marcel Samba l'expliquent bien. Et voilà, les membres du Géo disent finalement, le Conseil de l'Ordre n'a pas pu tenir son rôle normalement pendant la guerre parce que il a été bridé par le phénomène de l'union sacrée et parce que on est pris dans une contradiction. Alors là, il y a un petit débat que j'ai à peine évoqué sur le fait de savoir si le patriotisme, qui est réclamé aussi lorsqu'on est initié à tout maçon, et dans quelle mesure ce patriotisme était compatible avec le désir de paix. Hein. Et la position du Grand Orient est très claire. Il dit, c'est vrai qu'on veut la paix, mais on a devant nous un obstacle qui nous oblige à faire la guerre. Cette guerre nous est imposée, d'où la question des responsabilités. Cette guerre nous est imposée et par conséquent, il faut absolument tuer, et le mot est dit, le militarisme prussien avant de pouvoir reconstruire de façon universelle une société des nations. Et donc, on verra après la guerre ce phénomène du pacifisme l'emporter très largement chez les maçons du Grand Orient, comme dans la société française d'ailleurs. Hein. Beaucoup d'anciens combattants ont dit arrêtez cette tuerie, on ne peut pas continuer. Voilà. Mais les maçons ont été pris dans cette contradiction. D'ailleurs, à un moment donné, les maçons traditionnalistes disent bah, la notion de patrie, elle est dans les landmarks, les fameux landmarks britanniques, et en fait, elle n'y est pas. Mais bon, ils l'invoquent pour dire voilà, on fait prévaloir la patrie, qui est une dimension traditionnelle de la maçonnerie, par rapport au pacifisme. Bien, François Cavagnac, merci pour vos questionnements. Nous serons nombreux à revisiter les problématiques du Grand Orient de France de la Première Guerre mondiale en s'interrogeant sur ce que les questionnements de cette Première Guerre ne sont pas encore entièrement d'actualité. Tout à fait. Tout à fait. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. À À bientôt, bientôt. François.